Bonjour, chers auditeurs. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons commencer un voyage paisible à travers les pages d'une grande histoire. Une histoire qui a duré plus de 6 siècles et a uni les peuples de 3 continents, sous le signe du croissant. Notre histoire commence à la fin du XIIIe siècle, quelque part entre les collines et les vallées du nord-ouest de l'Anatolie, dans une terre alors appelée Bithynie. Ces terres, qui faisaient autrefois partie de l'Empire byzantin, perdaient progressivement leur protection. Le pouvoir central s'affaiblissait et les régions frontalières étaient laissées à la merci du destin. C'est là qu'est apparue une petite formation étatique, presque imperceptible, un beylik. Il était gouverné par un homme nommé Osman, fils du chef de la tribu Caillou, Ertuğrul. C'était une époque incertaine et instable. Après la grande bataille de Manzikert, qui eut lieu en 1071, de nombreuses tribus turques commencèrent à migrer vers l'Anatolie. Là, parmi les montagnes et les plaines, elles fondèrent de nouvelles colonies, formèrent des alliances et menèrent des guerres interminables. Les Seldjoukides, une puissante dynastie, qui fonda le sultanat de Roum, régnaient sur ces terres, mais leur étoile commença également à décliner. L'invasion mongole, qui dévasta la Perse et l'Asie centrale, atteignit l'Asie mineure au milieu du XIIIe siècle. Après la défaite à la bataille de Köse Dağı, les Seldjoukides devinrent vassaux du Grand Khanat, et l'Anatolie se fragmenta en des dizaines de beyliks semi-autonomes. L'un d'eux, Söğüt, fut remis à Ertuğrul en récompense de sa loyauté. La ville était modeste, mais occupait une position importante à la frontière avec les terres byzantines. Le fils d'Ertuğrul, Osman, hérita de son père non seulement la terre, mais aussi l'esprit de guerrier et d'organisateur. Il commença à étendre son influence en concluant des mariages, en établissant des alliances personnelles, en négociant et, bien sûr, en menant des guerres. En 1299, à une époque où le sultanat de Roum avait pratiquement cessé d'exister, Osman proclama son indépendance. Il devint non seulement un chef, mais le fondateur d'une nouvelle lignée, les Ottomans. Les légendes racontent qu'un jour, Osman fit un rêve. Il vit un arbre aux branches puissantes pousser de sa poitrine, embrassant les 4 coins du monde. Des rivières coulaient de ses racines, et sous l'ombre de ses feuilles, les peuples se rassemblaient. Ainsi naquit la prophétie d'un grand empire destiné à unir l'Orient et l'Occident. Pendant ce temps, Osman menait une lutte incessante contre les féodaux byzantins voisins. Il conquit plusieurs forteresses, fortifia sa capitale et commença à frapper sa propre monnaie. Les gens affluaient vers lui, et beaucoup se placèrent volontairement sous sa protection. Guerriers, artisans, marchands, théologiens, tous cherchèrent la stabilité que le nouveau souverain pouvait offrir. Et bien que le territoire du beylik fût petit, son esprit était déjà impérial. De ses premiers pas commença une longue histoire, une histoire d'ascension, de chute et de renaissance, l'histoire de l'Empire ottoman. Quand Osman mourut, son œuvre fut continuée par son fils, Orhan. Modeste mais déterminé, il devint le 2e souverain du jeune État ottoman. Orhan hérita non seulement de l'épée, mais aussi d'un objectif clair: transformer le petit beylik en un État stable et respecté. Il ne se pressa pas, il agit méthodiquement. Orhan renforça les frontières, agrandit l'armée et commença à former les prémices du système administratif. Sur son ordre, des madrasas, écoles musulmanes, furent ouvertes. Des mosquées, des marchés et des caravansérails furent construits. Mais le plus important, il gagna la confiance. Orhan comprenait que la force n'était pas seulement les guerriers. C'était la stabilité, l'ordre, la justice. Il permit aux Grecs et aux Arméniens de pratiquer leur foi, de gérer leur communauté, de vivre selon leurs lois habituelles, en échange de loyauté et d'impôts modérés. Cela attirait les gens. Les villes, lassées de l'instabilité byzantine, ouvrirent leurs portes aux Ottomans. Certaines envoyèrent même des ambassades, avec la proposition d'une adhésion volontaire.
L'une des étapes les plus importantes d'Oran fut la conquête de Nicée, l'ancienne capitale de Byzance en Asie mineure. Cela se produisit en 1330. La prise de cette ville eut non seulement une signification stratégique, mais aussi symbolique. Désormais, les Ottomans s'établirent dans une terre autrefois considérée comme un bastion de l'orthodoxie et de la culture hellénique. Nicomédie, Nicée, Brousse, l'une après l'autre, ces villes devinrent partie du jeune État. Brousse devint la nouvelle capitale. Plus tard, elle serait appelée Bursa. C'est ici que furent construits les premiers bâtiments administratifs, palais et bains, entourés de cyprès et de jardins. Oran est également crédité de la création de l'une des institutions les plus importantes de l'histoire de l'Empire ottoman, le corps des janissaires. Au début, c'étaient des enfants de villages chrétiens, volontairement remis au sultan. Plus tard, recrutés de force. Ils passaient des années d'entraînement, se convertissaient à l'islam et devenaient l'élite de l'armée. Les janissaires étaient personnellement loyaux au sultan. Ils n'avaient donc pas de famille, ne s'engageaient pas dans le commerce, ne portaient pas de barbe. Leur vie était entièrement dédiée au service militaire. Ils constituaient la force de frappe de la puissance ottomane. Pendant ce temps, Oran intervenait activement dans les affaires byzantines. L'Empire, autrefois grand, était déchiré par des conflits internes. Les empereurs se battaient entre eux et parfois invitaient les Ottomans comme alliés. Ainsi, un jour, l'empereur byzantin Jean Cantacuzène invita Oran comme allié militaire, et il accepta volontiers. En échange, il obtint la possibilité de transporter ses troupes à travers le Bosphore. Ce fut le début d'une nouvelle phase. En 1356, le fils d'Oran, nommé Süleyman Pacha, traversa les Dardanelles et s'empara de Gallipoli, une forteresse sur la rive européenne. Un tremblement de terre détruisit les murs, et les Turcs entrèrent presque sans combat. Ainsi, l'Empire ottoman posa le pied pour la première fois sur le sol européen. Et bien que ce ne fût qu'un point sur la carte, son importance est difficile à surestimer. Désormais, l'armée ottomane avait accès à la Thrace, aux Balkans et même aux plaines du Danube. Ce n'était pas seulement une expansion des frontières, c'était une transition vers une nouvelle dimension. L'Empire, à peine né, faisait le premier pas vers l'Europe, vers l'histoire. En ces années-là, alors que l'État ottoman ne faisait que naître, il avait besoin non seulement de conquêtes, mais aussi d'une base interne solide. Orhan, fils d'Osman, comprenait. Un grand empire ne se construit pas par l'épée, mais par la loi, l'administration et la confiance du peuple. Il n'était pas seulement un commandant, mais un bâtisseur. C'est sous son règne que commença à se construire le premier système étatique, distinguant les Ottomans des autres beyliks turcs. Il ne s'appuyait pas seulement sur la force militaire, mais aussi sur des conseillers éclairés. Un rôle particulier fut joué par son frère, Alaeddin. Il renonça à ses prétentions au trône et se consacra au service de l'État. Alaeddin devint le premier grand vizir de l'histoire des Ottomans. Il organisa le système militaire, introduisit un uniforme officiel, aida à organiser la fiscalité et l'administration des terres. C'est sous son règne que les premières pièces d'argent, les akse, commencèrent à être frappées. Elles portaient gravés les noms du souverain et des versets du Coran, un symbole d'indépendance et de pouvoir souverain. Dans la nouvelle capitale, la ville de Bursa, fut construit le premier palais. Il reçut le nom de porte. De là, de ces portes symboliques, commença la tradition d'appeler le pouvoir ottoman suprême Sublime Porte. Oran réalisa une réforme administrative. Le pays fut divisé en grandes provinces, pachaliques. Chacune d'elles était gouvernée par un pacha, un représentant du sultan, qui cumulait les fonctions militaires et civiles. Les provinces, à leur tour, étaient divisées en unités plus petites, sanjaks. Ce système permettait une réponse rapide aux menaces extérieures et aux défis internes. À cette époque, la formation du corps des janissaires fut également initiée. Au début, un petit détachement, ne comptant pas plus de 1000 hommes. L'idée était de former une garde d'élite, loyale non pas à la famille, ni à la tribu,
ni à la province, mais personnellement au sultan. Les guerriers étaient recrutés parmi de jeunes garçons chrétiens, convertis à l'islam, qui suivaient une éducation et un entraînement militaire spéciaux. Ce fut un pas qui suscita de nombreuses controverses et préoccupations, mais à l'avenir, les janissaires deviendraient un symbole de la force ottomane. Outre l'armée et l'administration, Orhan se souciait également de la culture. Il patronnait les poètes, les savants, les bâtisseurs. À Bursa, des mosquées aux dômes recouverts de carreaux furent construites. Des bazars s'étendaient. Les premières madrasas furent ouvertes. L'éducation devint accessible à tous les musulmans et de nombreux enfants de village eurent pour la première fois l'occasion d'apprendre à lire, écrire, compter et la théologie. À l'intérieur du beylik, une stabilité relative prévalait. Chrétiens, juifs, arméniens et grecs vivaient aux côtés des Turcs et des Arabes. Chaque communauté vivait selon ses propres lois, accomplissait ses propres rites, payait des impôts, mais se sentait protégée. Progressivement, un ordre unique émergea, une symbiose de l'Orient et de l'Occident, de l'islam et des cultures traditionnelles de la région. Ce qui serait plus tard appelé le système Millet, la division de la société en groupes confessionnels autonomes, était déjà né à cette époque. Tout cela se déroulait à l'ombre des futures conquêtes, mais sans ses fondations. Il n'y aurait eu ni victoire, ni gloire. Orhan régna plus de 3 décennies. Il laissa derrière lui un État que personne ne pouvait plus qualifier d'accidentel. Il avait pris forme, et, plus important encore, un sens. Après la mort d'Orhan, le pouvoir passa à son fils, Mourad. L'histoire se souviendra de lui comme Mourad Ier. Il ne se contenta pas de poursuivre l'œuvre de son père. Il lui donna une ampleur nouvelle. Mourad accéda au trône au milieu du XIVe siècle et transféra immédiatement le centre politique de Bursa vers une ville située en Europe, Andrinople. Aujourd'hui, elle est appelée Edirne. Cette étape fut symbolique. Les Ottomans s'établirent définitivement sur la rive occidentale des Dardanelles. Maintenant, ils n'avaient pas seulement traversé le détroit. Ils étaient en venue et étaient restés. À partir de ce moment, commença l'expansion systématique vers les terres européennes. Thrace, Macédoine, Rhodopès, villages et forteresses se rendaient ou étaient capturés les uns après les autres. Mais ce n'était donc pas seulement des conquêtes. C'était le début d'un nouvel ordre mondial. Le sultan Mourad ne détruisait pas les villes, il les incluait dans la structure. Il établit un système fiscal, restaura les routes, maintint la population locale et laissa même l'ancienne noblesse, si elle jurait fidélité. Le sultan comprenait, moins de violence, plus de stabilité. Mais, si nécessaire, il agissait, avec rigueur. La faiblesse de Byzance jouait en faveur des Ottomans. L'Empire, autrefois grand, n'était plus qu'une enclave encerclée. Ses territoires se réduisaient aux abords de Constantinople. Les empereurs, ayant perdu le pouvoir réel, commencèrent à demander de l'aide à leurs ennemis. Ainsi, les dynasties byzantines, dans leur lutte pour le trône, formèrent des alliances avec les Ottomans. Mourad utilisa ces disputes à son avantage. Il intervenait dans les conflits et, en échange de son aide, recevait des villes, des terres, des garnisons. Pendant ce temps, les pays des Balkans, Serbie, Bulgarie, Valachie, étaient désunis. Ils s'hostilisaient, formaient des alliances fragiles, souffraient de conflits internes. Mourad, pas à pas, soumettait ses terres. Certains acceptaient de payer un tribut volontairement. D'autres résistaient et perdaient. En 1375, les Ottomans remportèrent une victoire importante sur une coalition d'États balkaniques. Et quelques années plus tard, une bataille eut lieu qui changea à jamais l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le 28 juin 1389, dans la vaste plaine de Kosovo-Polje, 2 armées se rencontrèrent. D'un côté, les forces unies des Serbes, bosniaques, albanais et valaques, sous le commandement du prince Lazare. De l'autre,
l'armée de l'Empire ottoman sous la direction du sultan Mourad. La bataille fut féroce et sanglante. Les deux camps subirent de lourdes pertes. L'armée serbe fut anéantie. Le prince Lazare fut capturé et exécuté. Mais la victoire coûta cher aux Ottomans. Selon la tradition, le sultan Mourad lui-même fut mortellement blessé, soi-disant tué par le guerrier serbe Miloš Obilić, qui s'était infiltré dans le camp déguisé en déserteur. Que ce soit vrai ou légende, personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est claire, le sultan tomba au combat. Son fils, Bayezid, fit preuve de détermination. Il prit le pouvoir immédiatement, sans laisser le désordre s'installer. Il ordonna l'exécution de ses frères pour éliminer ses rivaux et continua la bataille. Kosovo-Polje devint un point de non-retour. La Serbie perdit son indépendance, bien qu'elle conservât formellement le statut d'État vassal. Les Balkans se transformèrent en une arène d'influence ottomane. Mourad Ier fut le premier sultan à mourir sur un champ de bataille. Il fut enterré au Kosovo, près du lieu de sa dernière victoire. Et Bayezid, qui reçut le surnom de la Foudre, se préparait à une nouvelle ère de conquête. Après la bataille de Kosovo-Polje et la mort de Mourad Ier, son fils Bayezid accéda au trône. Il entra dans l'histoire sous le nom de Bayezid Yıldırım, Bayezid la Foudre. Ce surnom reflétait son caractère, rapide, décisif, implacable. Les premiers pas du nouveau sultan furent sévères. Pour éviter la discorde, il fit exécuter ses frères. Cruauté, mais une cruauté qui, à son avis, était nécessaire pour préserver l'unité. Bayezid agit rapidement. Il renforça le pouvoir en Roumélie, poursuivit l'avancée vers le nord et l'ouest. La Serbie fut finalement soumise et la noblesse locale fut transformée en alliés vassaux. Le sultan lui-même épousa la fille du prince Lazare, se liant ainsi par un mariage dynastique à l'élite vaincue. Il ne se contentait pas de conquérir, il transformait. Sous son règne commença la construction de nouvelles fortifications, de routes, de mosquées et d'écoles. Les réformes militaires renforcèrent le corps des janissaires. À Istanbul, dans la capitale d'alors, Bursa, et dans d'autres grandes villes, apparurent des hôpitaux, des bains, des mosquées aux hauts minarets décorés de carreaux. En 1393, Bayezid s'empara de la capitale bulgare, Tarnovo. Le tsar Ivan Shishman fut exécuté. Puis vint le tour de la Valachie. Dans les Balkans, il restait de moins en moins de territoires indépendants. Mais Bayezid ne s'arrêta pas. Il poursuivit l'offensive en direction de la Hongrie. En 1396, près de la forteresse de Nicopolis, son armée affronta les forces unies de l'Europe, des croisés rassemblés à l'appel du pape et du roi de Hongrie, Sigismond. Ce fut l'une des plus grandes batailles de son temps. L'armée ottomane écrasa les Européens. Des milliers de chevaliers furent tués, beaucoup furent faits prisonniers. Certains, Bayezid ordonna personnellement de les exécuter. D'autres furent libérés contre rançon. Après cette victoire, il devint le véritable maître des Balkans. Son empire s'étendait du Danube à la mer Méditerranée. De nombreux princes chrétiens reconnurent son pouvoir. Il devint si puissant que, disait-on, il se préparait à assiéger Constantinople. La ville, déjà entourée de terres ottomanes, était comme une île dans la mer du monde islamique. Bayezid l'encercla, commença à construire des forteresses, se préparant à un long siège. Mais à l'est, une nouvelle menace grandissait. Dans les steppes d'Asie centrale, un souverain dont le nom inspirait la terreur se leva, Timur ou Tamerlan. Il rassembla une armée de nomades et entreprit des conquêtes à grande échelle. Ses chemins s'étendirent à travers l'Iran, l'Irak, le Caucase. Il se considérait comme le véritable maître du monde musulman. Et la confrontation avec Bayezid était inévitable. En 1402, les deux armées se rencontrèrent près de la ville d'Ankara. Tamerlan avait amené avec lui une armée légère et mobile. Bayezid avait beaucoup d'infanterie lourde, de janissaires et d'alliés des Balkans. La bataille fut longue et sanglante, mais Timur réussit à user de ruses.
Il attira à lui une partie des tribus turques qui servaient dans l'armée ottomane. Et puis, il attaqua les flancs. L'armée de Bayezid fut vaincue. Le sultan lui-même fut fait prisonnier. On disait qu'il était gardé dans une cage dorée, d'autres qu'il mourut d'humiliation. Sa mort marqua le début de l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de l'Empire ottoman. Sans Bayezid, l'Empire se désintégra. Ses fils s'engagèrent dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Les frontières s'affaiblirent. Les provinces commencèrent à agir de leur propre chef. Les vassaux refusèrent de payer tribut. Les Turcs perdirent leur influence dans les Balkans. Il semblait que l'histoire ottomane était arrivée à son terme. Mais l'histoire des Ottomans continua, et un nouvel apogée était à venir. Après l'écrasante défaite d'Ankara et la capture du sultan Bayezid, l'Empire ottoman était au bord de l'effondrement. Le pays, qui autrefois soumettait les Balkans et la Mésopotamie, devint soudainement la victime d'une désintégration interne. Commença une ère que les historiens appelleraient l'interrègne, un temps difficile, agité et chaotique. Bayezid laissa plusieurs fils. Chacun d'eux se considérait comme l'héritier légitime, et chacun commença à lutter pour le trône. En Roumélie, la partie européenne de l'Empire, Sulayman se proclama sultan. Il établit le contrôle sur Andrinople et conclut une alliance avec Byzance, promettant la sécurité en échange d'un soutien politique. En Anatolie, d'autres fils agissaient, Isa, Mousa et Mehmed. Entre eux, commença une longue et cruelle guerre civile. Les domaines ottomans furent divisés. Les vassaux, profitant de la faiblesse du centre, refusèrent de payer des impôts et passèrent du côté du plus fort. Dans les Balkans, les États chrétiens commencèrent à récupérer ce qu'ils avaient perdu, à libérer des forteresses et à renforcer leur position. Pendant ce temps, Timur, le vainqueur de Bayezid, ne resta pas longtemps en Anatolie. Il partit vers l'Est, laissant le chaos derrière lui. Pour les Ottomans, cela devint une opportunité, bien que difficile, de rassembler les morceaux et de restaurer ce qui avait été perdu. Progressivement dans cette lutte, l'un des fils de Bayezid se distingua, Mehmed. Il était réfléchi, patient et diplomate. Il ne se pressait pas, ne cherchait pas de batailles ouvertes, mais pas à pas il unissait des villes et des alliés autour de lui. D'abord, il vainquit son frère Issa, puis, avec astuce et persévérance, il força Mousa à capituler. Sulayman, qui contrôlait l'Europe, fut le dernier à tomber. Et en 1413, après plus de 10 ans de troubles, Mehmed se proclama le seul souverain légitime de l'Empire ottoman. Ainsi se termina l'interrègne. L'Empire, bien qu'affaibli, fut réunifié. Mehmed Ier entra dans l'histoire comme le restaurateur, mais les années de troubles laissèrent de profondes blessures. Les frontières s'affaiblirent, les villes furent détruites. L'économie était en déclin, l'armée dispersée, la confiance ébranlée. Mehmed ne cherchait pas de nouvelles conquêtes. Il considérait sa tâche, restaurer l'ordre. Il renforça l'armée, réalisa des réformes dans les provinces, rénova le système judiciaire. Il était connu comme un homme juste, attentif aux plaintes, capable de pardonner. Dans la capitale, les madrasas furent rouvertes. Les artisans recommencèrent à décorer les mosquées. Des fontaines, des marchés et des bains apparurent dans les villes. Les troupes furent disciplinées. Des impôts furent établis et la perception des tribus fut organisée. Mehmed établit des relations pacifiques avec ses voisins. Il chercha à éviter les conflits, renforçant le commerce avec les États chrétiens. Un pacte de non-agression fut conclu avec Byzance. La Serbie redevint vassale. La Moldavie envoya des présents. Le sultan était un homme religieux, modeste et discret. Il préférait les actions aux paroles. Et sous son règne, l'État retrouva sa stabilité, bien que non la même force qu'il avait sous son père. Lorsque Mehmed décéda, sa mort fut pleurée non seulement par les musulmans, mais aussi par les chrétiens qui vivaient au sein de l'Empire. Il fut un souverain qui apporta la paix après la tempête. Son fils, Mourad II, accéda au trône. Jeune, énergique,
et prêt à mener l'Empire ottoman de nouveau au combat, et au seuil d'une nouvelle ère. Lorsque Mehmed Ier décéda, son fils, Mourad II, monta sur le trône ottoman. C'était au tout début du XVe siècle. L'Empire venait de se remettre de conflits internes. Il était comme un arbre sauvé d'un ouragan, mais encore fragile, avec des branches cassées. Et Mourad devait être le jardinier qui rendrait force et forme à cet arbre. Mourad était jeune, mais nullement naïf. Il accéda au trône à seulement 18 ans, mais il comprenait déjà. Le temps exigeait non seulement la force de l'épée, mais aussi la flexibilité de l'esprit. Le premier défi fut les frères, qu'il fallait, comme auparavant, éliminer pour maintenir la stabilité. Mais les véritables épreuves l'attendaient en dehors de la capitale. D'abord, il étouffa les révoltes en Anatolie. Puis, il se concentra sur le renforcement des positions en Europe. Les Ottomans avancèrent de nouveau en Serbie et en Bulgarie, récupérant les pertes antérieures. Les princes serbes furent contraints de reconnaître le pouvoir du sultan. Le tribut recommença à affluer, et les troupes serbes rejoignirent de nouveau l'armée ottomane, désormais en tant qu'alliés. Mais une nouvelle menace approchait du nord. Le roi de Hongrie, Vladislas, et le commandant transylvanien, Jean Hunyadi, décidèrent d'arrêter les Ottomans. En 1439, leurs armées envahirent les Balkans. Mourad répondit rapidement. Il écrasa l'invasion à Sofia et lança une offensive. En 1440, la paix fut conclue, mais les chrétiens la violèrent. Bientôt, soutenus par le Saint-Siège et les chevaliers français, ils lancèrent une croisade contre la puissance musulmane. En 1444, une grande bataille eut lieu, la bataille de Varna. Sur les rives de la mer Noire, l'armée ottomane rencontra les troupes de Vladislas. La bataille fut féroce. Le roi polono-hongrois lui-même tomba au combat. Les janissaires, selon la tradition, retrouvèrent son corps et lui coupèrent la tête pour la déposer aux pieds du sultan. Après la victoire, Mourad retourna à Edirne et, de manière inattendue, abdiqua. Il transmit le pouvoir à son fils, Mehmed, encore adolescent. Mais quelques années plus tard, il fut contraint de revenir. Les opposants profitèrent de la faiblesse du jeune sultan. Il redevint sultan et mena de nouveau les troupes. En 1448, il vainquit au Kosovo, étouffant la révolte des Serbes. Il renforça de nouveau le pouvoir dans les Balkans, rétablit l'ordre. Mourad n'était pas seulement un commandant. Il poursuivit les réformes administratives, renforça l'armée, améliora la perception des impôts. Son règne fut une période de restauration et de stabilité. Il vit comment le monde changeait. Il comprit que, pour maintenir le pouvoir, il fallait non seulement vaincre par l'épée, mais aussi gouverner avec habileté, justice et détermination. Pendant ce temps, son fils, le jeune Mehmed, grandissait dans l'ombre de son père, observant comment l'Empire était organisé. Il absorbait tout, stratégie, philosophie, loi, langue. En 1451, Mourad II mourut. Mehmed II monta sur le trône. Et il savait déjà que son chemin ne serait pas seulement une continuation de l'œuvre de ses ancêtres. Il rêvait plus grand, de quelque chose de grandiose, de Constantinople. Un jeune homme monta sur le trône. Il n'avait même pas 20 ans. Il était le fils de Mourad II, mais dans ses rêves, il se voyait déjà comme le maître du monde. Le sultan Mehmed II, surnommé plus tard Fatih, ce qui signifie le conquérant, n'était pas seulement un héritier. Il était un homme de son temps. Il parlait plusieurs langues. Il lisait d'anciens traités grecs. Il étudiait l'architecture, l'astronomie, le droit. Mais surtout, il rêvait. Il rêvait de ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait réussi à faire. Il rêvait de Constantinople. Cette ville, avec 1000 ans d'histoire, était comme une légende vivante. Elle se tenait entre deux mondes, entre deux mers, entre deux époques. Autrefois, capitale de l'Empire romain d'Orient. Maintenant, une forteresse décrépite, entourée de terres ottomanes. Mehmed II commença à se préparer au siège à l'avance,
Il renforça l'armée. Il invita des ingénieurs européens. Il créa un énorme canon, le basilic, capable de détruire les anciens murs. Sur la rive du Bosphore, il construisit la forteresse Roumeli-Isaru pour contrôler le détroit. Au printemps 1453, l'armée ottomane, forte de plus de 150 000 hommes, s'approcha de Constantinople. La ville était défendue par pas plus de 10 000 guerriers, grecs et latins sous le commandement du Génois Giustiniani. Le siège dura 7 semaines. Chaque nuit, la terre tremblait sous l'impact des canons. Chaque matin, les murs de la ville étaient de nouveau recouverts de réparations. Les habitants priaient. L'empereur Constantin Paléologue savait. Il n'y aurait pas d'aide. L'Occident avait abandonné Byzance. Et pourtant, il résistait. Les Ottomans tentèrent d'attaquer, par terre et par mer. Mais les défenseurs résistèrent. Alors Mehmed utilisa une ruse. Ses hommes transportèrent des navires par voie terrestre, les faisant rouler sur des rondins, pour contourner la chaîne tendue dans la Corne d'Or. Ce fut un tournant. Le 29 mai, sous le voile de l'obscurité avant l'aube, l'assaut final commença. Cris de prière, fracas des tambours, cliquetis des épées, tout se mêla. Les Ottomans envahirent la ville. L'empereur Constantin tomba, combattant l'épée à la main. La ville tomba avec lui. Après 1000 ans de domination, Byzance disparut. Mehmed entra à Constantinople à cheval. Il descendit devant Sainte-Sophie. Et, selon la tradition, il prit une poignée de poussière du sol, réalisant la grandeur du moment. Il interdit les pillages. Il déclara la protection des chrétiens. De nombreuses églises furent préservées. Sainte-Sophie devint une mosquée, mais ne fut pas détruite. Il fit de Constantinople la nouvelle capitale. Désormais, Istanbul. Une nouvelle ère commença. La ville fut repeuplée par des musulmans, des chrétiens, des juifs. Elle revint à la vie, comme le cœur du monde. Ici furent construites des mosquées et des palais, des bazars et des bains, des jardins et des écoles. Le palais de Topkapi fut établi, avec vue sur le Bosphore et la Corne d'Or. Mehmed, le conquérant, ne s'arrêta pas. Il conquit la Serbie, la péninsule du Péloponnèse, l'empire de Trébizonde. Il mena des guerres avec Venise et la Hongrie. La flotte ottomane opérait sur les côtes italiennes. Même des princes lointains reconnurent son pouvoir. Il se proclama Kaiser Rum, empereur romain, et non sans raison. Il devint le successeur de Byzance, mais déjà sous le signe de l'islam. Le sultan n'était pas seulement un conquérant, il était un organisateur. Il créa de nouvelles collections de lois, réorganisa l'armée, développa le commerce. Il voulait construire un grand État multiconfessionnel, où des gens de différentes confessions, musulmans, grecs, juifs, arméniens, pourraient en vivre sous le même ciel. Chaque communauté reçut une autonomie, des tribunaux, des écoles. C'était la principale différence de l'Empire ottoman. Il n'absorbait pas, il incluait. En 1481, Mehmed décéda. Il laissa derrière lui un empire qui s'étendait du Danube à l'Euphrate, de la Crimée à la mer Égée. Mais son œuvre ne s'acheva pas. Ses successeurs continueront le chemin. Et devant, l'Empire ottoman attendait un nouvel apogée, à l'époque de Soliman le Magnifique. Après la mort de Mehmed le Conquérant, le trône passa à son fils, Bayezid II. Ce ne fut pas seulement une succession de pouvoirs, mais une transition vers une ère différente, un temps de réflexion, de prudence et de concentration interne. Bayezid était complètement différent de son père. Il ne cherchait pas de conquêtes éclairs. Il préférait la tranquillité de la bibliothèque, à l'épée, la parole à l'action. C'était un poète, un calligraphe, un connaisseur de la religion. Et en cela, sa faiblesse et, en même temps, sa vertu. Mais le chemin vers le pouvoir ne fut pas facile. Il avait un frère, Sem, ambitieux et audacieux. Après la mort du père, une lutte commença entre les frères. Tous deux revendiquèrent le trône. Sem conquit des villes en Anatolie, Bayezid en Europe,
L'armée du sultan remporta la victoire. Sem s'enfuit, d'abord à Rhodes, puis en Europe. Le pape, puis le roi de France, l'utilisèrent comme figure politique. L'Occident menaçait de présenter Sem comme un sultan alternatif, si les Ottomans faisaient preuve d'une audace excessive. On dit que Bayezid payait secrètement de grandes sommes pour que son frère reste en captivité et ne revienne pas. Sem ne revint jamais. Il mourut en captivité. Et Bayezid, ayant perdu son frère, trouva la paix, mais pas la joie. Le règne de Bayezid fut un temps d'ordre interne. Il construisit beaucoup. Mosquées, écoles, bibliothèques. Il fonda un arsenal naval à Istanbul, commença à renforcer la flotte. Il soutint l'art et la littérature. Pendant cette période, la poésie ottomane atteignit son apogée. Il écrivit lui-même des poèmes sous le pseudonyme d'Adli. En même temps, l'Empire ne resta pas étranger au monde extérieur. À l'ouest, Bayezid continua à lutter contre Venise. Après 16 ans de guerre, la paix fut conclue, par laquelle les Ottomans conservèrent une partie significative des îles et des côtes grecques. À l'est, une nouvelle menace surgit. Le Shah Ismaïl, fondateur de la dynastie safavide en Perse. Il prêchait le chiisme et cherchait à étendre son influence sur les territoires orientaux de l'Empire ottoman. Bayezid tenta d'éviter une guerre ouverte, mais la tension religieuse grandissait. L'un des épisodes importants de son règne fut l'arrivée dans l'Empire de milliers de Juifs expulsés d'Espagne. En 1492, après l'expulsion des musulmans et des Juifs de Grenade, Bayezid ordonna que les ports de l'Empire ottoman soient ouverts à tous les persécutés. Il dit « Comment pouvez-vous appeler Ferdinand sage s'il appauvrit son pays et enrichit le mien ? Les Juifs arrivés à Istanbul, Izmir, Thessalonique, apportèrent avec eux des connaissances, des métiers, l'art de l'imprimerie, de la médecine, du commerce. Cette décision renforça l'économie et augmenta la diversité de l'Empire. Mais tout n'était pas pacifique. À l'intérieur du pays, le mécontentement grandissait. Les janissaires devenaient de plus en plus incontrôlables. Les zones rurales souffraient des impôts. Le système fiscal exigeait des réformes, mais Bayezid reportait les changements. Et à la fin du règne du sultan, un nouveau conflit éclata. Ses fils commencèrent à se battre pour le trône. Sélim, le plus jeune, mais le plus ambitieux, rassembla des partisans. Il s'opposa à son père. Et en 1510, après une série de batailles, Bayezid fut contraint d'abdiquer. Il quitta la capitale. Mais en chemin, la mort le rattrapa. On dit de maladie. On dit d'empoisonnement. Le mystère resta dans l'ombre. Pendant ce temps, son fils monta sur le trône. Sélim Ier, cruel, déterminé, imparable. Avec lui, l'histoire ottomane entrerait dans une nouvelle phase, un temps de sang et de gloire. Sélim Ier accéda au trône en 1510. Et dès le premier jour, il fit clairement savoir, il n'y aurait pas de paix. Il n'était ni poète, ni rêveur. Il était un guerrier, dur, décidé, effrayant même pour ses propres proches. Il commença son règne par un geste terrifiant. Il ordonna l'exécution de ses frères et neveux, afin de ne laisser aucune étincelle de discorde. Il ne faisait confiance à personne. Même son père, il l'envoya en exil, où celui-ci mourut peu après. Le peuple murmurait « Sélim, celui qui vient avec le vent d'Est. Il apporte la victoire et le sang. » Mais il y avait une logique dans ses actes sévères. Sélim savait. Les temps changeaient. À l'Est, une nouvelle force surgissait. Le Shah Ismaïl, souverain de Perse, fondateur de l'État safavide chiite. Il revendiquait le leadership spirituel dans le monde islamique. Et, par conséquent, il défiait les Ottomans, souverains, sunnites. Entre les deux puissances, commença une grande confrontation politico-religieuse. En 1514, une bataille eut lieu qui détermina l'issue de cette confrontation. La bataille de Chaldiran. Sélim amena une puissante armée avec des janissaires, bien entraînés et une artillerie moderne.
Le Shah Ismaïl comptait sur sa cavalerie inspirée par le fanatisme. Mais cela ne le sauva pas. Les Ottomans remportèrent une victoire complète. Tabriz, l'ancienne capitale de l'Azerbaïdjan, tomba devant le sultan. Sélim ne resta pas longtemps, en territoire hostile. Il emporta les trophées, détruisit les fortifications et partit. Mais il sema la peur. Désormais, en Orient, on savait. Les Ottomans étaient une force avec laquelle il fallait compter. Cependant, la campagne la plus significative du sultan commença un peu plus tard, vers le sud. Le sultanat mamelouk en Égypte contrôlait les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Cela en faisait une autorité spirituelle pour les musulmans. Sélim ne pouvait l'accepter. Il voulait non seulement le pouvoir, il voulait être le calife, le successeur du prophète. En 1516, il partit en campagne contre la Syrie. Les armées mamelouques furent vaincues près de Damas. La ville se rendit. Puis, Alep, Homs, Hama et, finalement, en 1577, les Ottomans s'approchèrent du Caire. La bataille fut difficile. Les chevaliers mamelouks combattirent férocement, mais ne résistèrent pas au feu de l'artillerie et à la discipline des janissaires. La ville fut capturée. Le dernier sultan mamelouk, Tuman Bey, fut exécuté. L'Empire ottoman absorba l'Égypte. Avec le Nil, les déserts, les oasis, les ports de la mer Rouge. Mais le principal, les villes saintes, se soumirent à lui. La Mecque et Médine reconnurent le pouvoir d'Istanbul. La tradition ottomane ultérieure affirmait que le calife de la dynastie abbasside au Caire remit à Sélim les symboles du pouvoir spirituel. L'épée du prophète, les étendards, les reliques. Ainsi, le sultan ottoman devint le calife, le seigneur de tous les musulmans. Ce pouvoir n'était pas seulement politique. Il donnait une légitimité spirituelle, du respect, de l'influence du Maroc à l'Inde. Et bien que tous ne reconnaissent pas le califat immédiatement, le symbolisme était fort. Désormais, le sultan n'était plus seulement un souverain terrestre, mais un vicaire de Dieu sur terre, de la vie de millions. Sélim retourna à Istanbul triomphant. Il mena une longue procession. Imams, savants, prisonniers, or, livres, tissus, animaux et la relique, le manteau de la Kaaba. Il ordonna que la capitale soit décorée. De nouvelles mosquées furent construites, y compris la célèbre mosquée Sélimiye à Edirne, un exemple de perfection architecturale. Mais il ne régna pas longtemps après son triomphe. En 1520, Sélim décéda, probablement d'un cancer. Il vécut une vie courte, seulement 50 ans. Mais en 10 ans de règne, il doubla le territoire de l'Empire. Son fils, Soliman, devait hériter d'un État qui s'étendait du Danube, au désert d'Arabie, de la Crimée à l'Éthiopie. Mais Soliman n'était pas seulement le fils de Sélim. Il était celui qui transformerait l'Empire ottoman en une véritable superpuissance. Soliman accéda au trône en 1520. Il était jeune, il n'avait que 26 ans, mais dans ses yeux brillait déjà la clarté de l'objectif, dans sa voix, la confiance. Il fut éduqué dans l'esprit de la loi et de la parole. En lui se combinaient la culture de l'Orient et la subtilité de l'Occident, la force du souverain et l'intelligence du sage. Beaucoup s'attendaient à ce que le fils du terrible Sélim devienne sévère et impitoyable. Mais Soliman était différent. Il rêvait non seulement de régner, il rêvait de régner avec justice. Dans les premières années de son règne, il renforça les frontières, acheva les réformes initiées par son père. Et puis, comme s'il relâchait un ressort, il lança l'Empire à l'offensive. En 1521, la forteresse de Belgrade, la clé de l'Europe centrale, fut conquise. Un an plus tard, Rhodes, l'île des chevaliers hospitaliers, fut capturée. Ce fut un défi pour toute l'Europe chrétienne. Le sultan offrit une reddition honorable, mais lorsque la garnison refusa, il commença le siège. Après quelques mois, les murs tombèrent. Les survivants furent libérés. Soliman n'était pas seulement un commandant,
Il était un législateur. Il ordonna le droit pénal et civil. Ses lois, Kanun, devinrent la base de l'ordre juridique dans tout l'Empire. C'est pourquoi il reçut le surnom de Kanuni, le législateur. Mais en Occident, il entra dans l'histoire sous un autre nom, Soliman le Magnifique. Et ce n'est pas un hasard. Son empire était puissant, riche et majestueux. En 1526, il lança une campagne en Hongrie. À la bataille de Mohács, l'armée ottomane écrasa l'armée hongroise. Le roi Louis mourut, et la majeure partie du pays passa sous contrôle ottoman. Ce fut un coup de tonnerre qui divisa l'Europe. Soliman arriva jusqu'à Vienne. Le siège de 1529 fut difficile. La ville résista, mais l'Europe trembla. L'armée ottomane était à ses portes. En même temps, le sultan conclut une alliance avec eux, la France. Une puissance chrétienne, la France, et une musulmane, l'Empire ottoman, devinrent alliés contre un ennemi commun, les Habsbourg. Ce fut un coup diplomatique, et le premier pas vers un nouvel équilibre des pouvoirs européens. Soliman mena également des guerres en Orient. Avec la Perse, il se battit pour l'Irak et le Caucase. Bagdad, l'ancienne capitale des Abbassides, fut capturée. Il ordonna la restauration des mosquées et la reconstruction des aqueducs. Dans sa conception, un souverain ne se contente pas de conquérir, il restaure. La flotte ottomane sous son commandement atteignit de nouveaux sommets. L'amiral Khayr ad-Din Barberousse soumit Tunis, Alger, une partie de la mer Méditerranée. Les navires ottomans mouillaient à Naples, Malte, sur les côtes du sud de la France. La mer devint islamique. À cette époque, Istanbul était la véritable capitale du monde, la ville aux 1000 minarets, centre de commerce, d'artisanat, de sciences, de musique. Des dizaines de langues y étaient parlées. On y vendait de l'or du Soudan, des épices d'Inde, des fourrures de Sibérie, de la soie de Chine. Soliman lui-même écrivait de la poésie, soutenait les philosophes, les mathématiciens, les architectes. Sous son règne, vécut et travailla l'architecte Sinan, le génie de l'architecture ottomane. Il construisit des mosquées, des ponts, des palais, des réservoirs, des aqueducs. Son chef-d'œuvre principal fut la mosquée Süleymaniye à Istanbul, grandiose, majestueuse, mais harmonieuse, comme l'époque elle-même. Mais il y avait aussi des ombres à cette ère de grandeur. Le harem commença à acquérir un pouvoir politique. La favorite du sultan, Hürrem, connue en Occident sous le nom de Roxlane, devint la première femme à recevoir le titre d'épouse légitime. Elle eut une énorme influence à la cour. C'est sous son influence que commencèrent les intrigues, entraînant l'élimination du fils de Soliman, Mustapha. Le sultan le soupçonna de conspiration et ordonna son exécution. Ce fut une tragédie. Les poètes composèrent des chants. Le peuple pleura, mais la décision fut prise et exécutée. Soliman vécut une longue vie. Il mourut en 1566, lors d'une campagne en Hongrie. Il mourut en selle, l'épée à ses côtés, avec l'idée que le monde est un grand échiquier, où chaque coup peut être le dernier. Soliman laissa derrière lui un empire qui s'étendait sur 3 continents. Il atteignit des limites qui ne pouvaient plus être dépassées sans risque de désintégration. Et cette limite devint l'apogée et commença à être la fin. Après lui, viendrait une ère de lent déclin. Mais pour l'instant, l'Empire ottoman était au sommet du monde. Soliman décéda en grand souverain, et son fils, Sélim II, accéda au trône. Il entra dans l'histoire sous le surnom de l'ivrogne, et pas seulement pour sa prédilection pour le vin, mais aussi pour l'esprit de l'époque qui suivit l'apogée. Le sultan n'était plus un héros, il devenait une figure sombre derrière les lourds rideaux des palais. Sélim II était éloigné, des affaires. Il ne s'intéressait pas aux campagnes, ne dirigeait pas l'armée, ne se rendait pas sur les champs de bataille. Il préférait la musique, la poésie, les vignobles, les appartements du harem. Mais le destin de l'Empire ne s'arrêta pas.
Une autre personne apparut, le grand vizir Sokollu Mehmed Pacha. D'origine serbe, converti à l'islam dans sa jeunesse, il accéda au sommet du pouvoir. Intelligent, pragmatique, énergique, il devint le véritable souverain sous le sultan apathique. Sokollu gouverna le pays comme un sage timonier, conduit un navire dans la tempête. Il renforça la flotte, restaura l'économie, conclut des accords avec les puissances européennes. Mais les défis ne tardèrent pas à surgir. En 1569, l'Empire ottoman exigea que Venise lui cède Chypre. L'île, située au centre de la Méditerranée orientale, était un important point commercial et stratégique. Venise refusa. La guerre commença. Pendant 2 ans, les Ottomans préparèrent l'opération. En 1571, l'armée envahit l'île. Famaguste, la dernière citadelle vénitienne, résista héroïquement. Mais elle fut prise. Le commandant Marc-Antonio Bragadin fut exécuté, malgré la clémence promise. Sa mort choqua l'Europe. La réponse fut inévitable. Les puissances catholiques créèrent à la Sainte Ligue une coalition de l'Espagne, de Venise, de l'État pontifical et d'autres. À la tête de la flotte se trouvait Don Juan d'Autriche, frère du roi d'Espagne. En octobre 1571, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire eut lieu, la bataille de Lépante. Ce fut un jour de tonnerre et de flammes. Dans le détroit, entre le Péloponnèse et l'Ionie, 2 énormes flottes se rencontrèrent. La flotte ottomane était inférieure en équipement, mais supérieure en nombre. La bataille dura plusieurs heures. Les canons tonnaient, les galères s'entrechoquaient, les marins se battaient à l'abordage. L'odeur de la poudre se mêlait aux cris, au sel marin, à la fumée. La victoire revint à la Sainte Ligue. La flotte ottomane fut presque entièrement détruite. 30 000 hommes moururent. Ce fut la première grande défaite navale de l'Empire en 2 siècles, mais ce ne fut pas une catastrophe. Mehmed Sokollu construisit une nouvelle flotte en 1 an seulement. Chypre resta aux mains des Ottomans, et bien que l'Europe exultât, la situation stratégique changea peu. Néanmoins, la bataille de Lépante eut une signification symbolique. Elle montra que les Ottomans n'étaient pas invincibles, que leur pouvoir n'était pas éternel, que l'Occident se réveillait. Après la mort de Sélim II, son fils, Mourad III, accéda au trône. C'était un homme religieux et mystiquement enclin. Mais même sous son règne, les affaires d'État restèrent entre les mains des vizirs et des femmes du harem. Commence une ère que les historiens appelleront plus tard le sultanat des femmes. Mère de sultan, épouse favorite, concubine influente, elles devinrent des intermédiaires entre le pouvoir et le monde. Le harem cessa d'être un simple lieu de réclusion. Il devint une véritable arène politique. L'Empire ottoman était encore grand. Ses terres s'étendaient de l'Algérie au golfe Persique, de la Crimée au Soudan. Mais quelque chose changeait à l'intérieur. La discipline s'affaiblissait. L'armée commençait à murmurer. La cour sombrait dans les intrigues. L'Empire était comme un magnifique navire avec un mât doré, mais avec une fissure dans la coque. Il naviguait encore, mais l'eau commençait déjà à entrer. À la fin du XVIe siècle, l'Empire ottoman, jadis resplendissant de gloire, commença à s'enfoncer dans le marais mouvant de l'instabilité interne. La façade extérieure restait majestueuse. Les mosquées brillaient, les marchés fourmillaient. L'armée inspirait toujours la peur. Mais à l'intérieur, les changements commencèrent. Petits, presque imperceptibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le sultan Mourad III, fils de Sélim l'Ivrogne, hérita d'un empire à son apogée. Mais il n'avait ni le caractère de Sélim, ni la grandeur de Soliman. Il était pieux et reclus. Il préférait passer ses journées dans ses appartements, entouré de soufis de la cour, plutôt que dans des conseils militaires. Les affaires d'État étaient administrées par les vizirs, les oulémas et le harem. Les femmes des appartements du palais devinrent de véritables figures politiques. Sa mère, Nurbanu Sultan, puis son épouse, Safiye, contrôlaient le flux des cadeaux,
des nominations, des intrigues. Leur influence était si grande qu'elles échangèrent de la correspondance avec le doge de Venise, et les ambassadeurs s'adressaient directement à elle. L'Empire glissait lentement vers un nouveau type de pouvoir, occulte, voilé, basé sur la loyauté personnelle et les accords de coulisses. Mais en dehors du palais, les guerres continuaient. À l'est, avec la Perse, où le conflit prolongé pour le Caucase et l'Irak épuisait les ressources. À l'ouest, avec l'Autriche, pour les terres du Danube. Ces guerres n'apportèrent ni victoire décisive, ni défaite complète. Elles étaient coûteuses, prolongées, impopulaires, et elles affaiblissaient l'Empire. En 1595, Mourad mourut. Son fils, Mehmed III, accéda au trône. Il commença son règne par l'exécution de 19 frères. Oui, 19, il craignait les rébellions. Et c'est pourquoi il élimina tous les rivaux possibles, même les nourrissons. C'était un rituel terrible, transformé en norme d'État. Pour conserver le trône, détruisez tous ceux qui peuvent le revendiquer. Mehmed fut un souverain faible, et de nouveau les femmes se distinguèrent. Sa mère Safiye continua d'influencer la politique, comme sous le sultan précédent. Pendant ce temps, les janissaires devenaient une force de plus en plus dangereuse. Autrefois, une armée disciplinée. Maintenant, une faction politique. Ils formulaient des exigences, déposaient des vizirs, organisaient des révoltes. L'armée, destinée à protéger le trône, commença à le menacer. L'Empire se désintégrait. La population rurale souffrait des impôts et de l'arbitraire des collecteurs. Les terres étaient dévastées. De nombreuses révoltes, connues collectivement sous le nom de révolte Djellali, balayèrent l'Anatolie. Des paysans ruinés, des déserteurs, des pauvres formaient des bandes armées, s'emparèrent des villes, pillaient les caravanes. L'administration ottomane perdait le contrôle sur les territoires intérieurs. En 1606, le traité de Zitvatorok fut signé avec l'Autriche. Il devint un symbole du changement d'époque. L'Empire ottoman, pour la première fois, concluait un traité non pas d'une position de force, mais sur un pied d'égalité. Les Habsbourg ne payaient plus de tribut. Le prestige du pouvoir du sultan fut miné. Dans ce contexte, quelque chose de différent se passait dans la capitale. Luxe, ostentation, intrigues de palais, tout continuait. Mais derrière les salles, de marbre et les fontaines, se cachait la fatigue. Le système commençait à grincer. Chaque nouveau sultan était plus faible que le précédent. Chaque vizir, plus dépendant de la cour. Chaque campagne, plus chère que ce que les finances permettaient, et pourtant, l'Empire ne tomba pas. Il se maintenait par l'inertie de la grandeur passée, par la mémoire de Soliman, par l'habitude du pouvoir, par la peur des sujets. Mais, comme un navire à la voile usée, il ne pouvait plus courir. Il flottait seulement à la dérive. Le XVIIe siècle entrait progressivement dans sa maturité. L'Empire ottoman, autrefois brillant par ses batailles et ses cérémonies de palais, se tournait désormais de plus en plus vers le passé, comme s'il essayait de comprendre où était passée la confiance qu'il avait jadis menée de victoire en victoire. Au trône, en ces années-là, se succédaient les sultans. Ahmed Ier, Mustapha Ier, Osman II. Des règnes courts, des coups d'État internes, des révoltes de janissaires, tout cela devint monnaie courante. Particulièrement tragique fut le destin du jeune Osman II. Il tenta de rétablir l'ordre, de limiter le pouvoir des janissaires, de créer une nouvelle armée. Mais sa propre garde le trahit. Il fut arrêté, humilié et étranglé. Un sultan, assassiné par ses propres soldats. Ce fut une page noire de l'histoire. L'Empire continua d'exister, mais derrière sa façade, une tempête faisait rage. Les généraux se battaient entre eux. Les harems dictèrent les nominations. Les ministres allaient et venaient. Et pourtant, il y eut des éclairs de lumière. Au milieu du XVIIe siècle, un homme apparut dans la capitale qui rassembla de nouveau le pouvoir entre ses mains. Son nom était Köprülü Mehmed Pacha.
Il devint le grand vizir et entreprit un nettoyage décisif de la cour. Des milliers d'exécutions, des réformes dures, de nouveaux impôts, mais aussi de l'ordre. Il réprima les rébellions, rétablit la discipline, renfloua le trésor. Après lui, le pouvoir fut hérité par son fils, Fazl Ahmed Pacha. Il poursuivit l'œuvre de son père, et bien que les sultans à cette époque restassent davantage des figures sur un échiquier, le véritable pouvoir était de nouveau concentré entre les mains d'administrateurs intelligents et décisifs. L'Empire retrouva sa force. Il se tourna vers l'Europe. En 1669, les Ottomans conquirent finalement la Crète à Venise. Puis, ils envahirent la Podolie, s'établissant sur le territoire de l'actuelle Ukraine. La Hongrie redevint un champ de bataille. Finalement, le grand vizir Kara Mustafa Pacha, ambitieux et sûr de lui, décida il était temps d'écraser l'Autriche. Il mena l'armée au cœur de l'Europe. En 1683, l'armée ottomane arriva au mur de Vienne. Ce fut le deuxième siège de l'histoire de l'Empire. Le premier, sous Soliman le Magnifique, s'était soldé par une retraite. Maintenant, les Ottomans espérèrent plus. L'armée comptait jusqu'à 200 000 hommes. Dans la capitale, environ 15 000 défenseurs. La ville fut encerclée, des tranchées furent creusées, des mines furent préparées. Le siège dura 2 mois, mais Vienne résista. Et puis, le 12 septembre, la bataille décisive eut lieu. Du côté de l'Autriche, une coalition d'alliés vint au secours de la ville. La Sainte Ligue, dirigée par le roi de Pologne, Jean III Sobieski. La bataille fut rapide et dévastatrice. La cavalerie polonaise attaqua le camp ottoman, écrasant l'arrière-garde. Les janissaires hésitèrent. Kara Mustafa ne put organiser la résistance. L'armée s'enfuit. Ce fut le début de la fin. De retour à Belgrade, le vizir fut exécuté sur ordre du sultan. Mais l'exécution ne put corriger les conséquences. Le siège de Vienne se transforma en catastrophe. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, les Ottomans reculaient, non pas sur une ville, mais sur des régions entières. Bientôt commença la Grande Guerre turque. L'Autriche, la Pologne, Venise et la Russie s'unirent dans la Sainte Ligue. Les batailles se répandirent dans les Balkans, en Hongrie, en Transcaucasie, en Crimée. Les provinces étaient en feu. Les sultans se succédèrent, Mehmed IV, Soliman II, Ahmed II, Mustapha II, mais personne ne pouvait changer le cours de l'histoire. L'Empire perdait terre après terre. Finalement, en 1699, le traité de Karlowitz fut signé. Il devint un symbole de tournant. L'Empire ottoman, pour la première fois, céda de vastes territoires. La Hongrie, la Transylvanie, la Podolie passèrent aux puissances européennes. La Morée, à Venise. L'Empire, qui jadis dictait les conditions, les acceptait désormais. Ce fut un jalon, à partir duquel commença une histoire complètement différente. Une histoire dans laquelle l'Empire ottoman n'avance plus, mais se défend, ne s'élève pas, mais survit. Le XVIIe siècle se termina pour l'Empire ottoman par une dure épreuve. Après le traité de Karlowitz, il devint évident. L'Empire ne dominait plus l'Europe. Il ne dictait plus les conditions. Il était contraint de les accepter. Au lieu de l'expansion militaire, vint la nécessité de s'adapter, de chercher l'équilibre, de négocier. Ainsi, les Ottomans entrèrent dans un siècle nouveau et inconnu pour eux, le siècle de la diplomatie. Au trône, l'un après l'autre, accédèrent des sultans, chacun d'eux étant le reflet du temps. Certains cherchaient des réformes, d'autres, la préservation de l'ordre. Mais tous agissaient sous une nouvelle pression, la pression de changement qui ne pouvait plus être ignorée. L'ère d'Ahmed III fut spéciale. Il régna depuis le début du XVIIIe siècle et entra dans l'histoire comme le souverain dont l'époque serait appelée l'ère des tulipes. Pourquoi tulipes? Parce que cette fleur devint le symbole de la nouvelle sophistication ottomane. Dans les palais, des dizaines de variétés de tulipes étaient cultivées et des fêtes de leur floraison étaient organisées. Musique, poésie,
calligraphie exquise et ensemble de parcs, tout cela emplissait Istanbul. Ce fut une période de paix extérieure et de raffinement intérieur. Les Ottomans commencèrent à regarder plus attentivement l'Europe. Les premières ambassades furent envoyées à Paris, Vienne, Varsovie. À la cour, on discutait de mode, d'architecture, même de philosophie. En 1727, la première imprimerie fut ouverte au palais d'Ibrahim Pacha, à Istanbul. Des livres étaient imprimés en ottoman, en arabe et en persan. Mais derrière l'élégance se cachait la fragilité. Pendant qu'à la capitale on admirait les jardins et les soirées poétiques, dans les provinces, le mécontentement grandissait. Les impôts augmentaient. Les seigneurs féodaux renforçaient leur indépendance. Les janissaires perdaient leur discipline. Et en 1730, une révolte éclata. Les rebelles, menés par le boucher Patronat Halil, envahirent Istanbul. Les bourreaux furent remplacés par des cordonniers, les vizirs par des marchands. Ahmed III fut déposé. L'ère des tulipes se termina brusquement, comme une fleur brisée. Mais même le nouveau gouvernement n'apporta pas de stabilité. À l'est, instabilité en Perse. À l'ouest, de nouvelles menaces de l'Autriche et de la Russie. L'Empire mena une série de guerres infructueuses et difficiles. D'abord avec la Perse, puis avec l'Autriche et la Russie. En 1709, la Russie, qui avait atteint la mer Noire, commença à intervenir de plus en plus dans les affaires ottomanes. Le tsar Pierre Ier conclut la paix du Prout avec l'Empire ottoman, par laquelle les Ottomans récupérèrent Azov. Mais le succès fut bref. Les réformes militaires restèrent superficielles. L'armée avait besoin d'une restructuration. Les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Les officiers préféraient les intrigues à la bataille, les janissaires, le marché au lieu des exercices. Et pourtant, il y eut des tentatives de changer la situation. Les sultans comprenaient. Pour survivre, il fallait changer. Sous le sultan Mustapha III, les premières tentatives de modernisation de l'armée sur le modèle occidental commencèrent. Des experts militaires français et prussiens furent invités. On commença à construire des arsenaux. L'artillerie fut modernisée. Mais les réformes se heurtèrent à la résistance. Janissaires, oulémas, dignitaires conservateurs craignaient les changements. Chaque nouvelle idée était perçue comme une menace à l'ordre traditionnel. Et pourtant, certains changements eurent lieu. Le commerce avec l'Europe s'intensifia. Des ingénieurs, des médecins, des architectes étrangers commencèrent à arriver à Istanbul. Les tissus français, le thé d'Inde, les livres en latin devinrent à la mode. Les premiers journaux, les premières représentations théâtrales, les premiers débats scientifiques publics apparurent. Mais au milieu de cette illumination, de nouvelles menaces grandissaient. Dans les Balkans, les mouvements de libération s'intensifiaient. Serbes, Bulgares, Grecs. Chaque peuple commençait à se souvenir de son histoire, de sa foi, de son indépendance. Les révoltes éclataient plus fréquemment. L'Empire ottoman commençait à ressentir des fissures non seulement sur les bords, mais aussi dans ses fondations mêmes. À la fin du XVIIIe siècle, il devint clair, le luxe extérieur ne pouvait cacher la faiblesse interne. L'Empire, qui jadis portait la lumière de l'islam, tentait désormais d'allumer la lampe de la raison, pour ne pas sombrer dans l'obscurité du retard. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman entra dans un siècle qui ne pouvait plus être une continuation du passé. L'ancien ordre s'effondrait. L'Europe changeait rapidement. Usines, chemins de fer, banques, parlements. Et à Istanbul, les vizirs se réunissaient encore. Les scribes rédigeaient les documents à la main. Et l'armée marchait dans des uniformes datant de l'époque de Soliman. Mais un moment vint où l'Empire comprit. Pour survivre, il fallait changer. Ainsi commença l'ère du Tanzimat. Le mot Tanzimat signifie réorganisation. Ce ne fut pas seulement une réforme, ce fut une tentative de faire revivre l'Empire ottoman sous une nouvelle forme. Le début fut donné par le sultan Mahmoud II, qui régna depuis le début du siècle. Il réalisa des réformes radicales.
Il abolit le corps des janissaires, créa une armée régulière de modèle européen, ordonna le port du fez au lieu des turbans. Le sultan fut décisif. Il comprit que le siècle du sabre était remplacé par le siècle de l'encre et des sceaux. Après sa mort, ses successeurs poursuivirent l'œuvre. Le sultan Abdülmecid se distingua particulièrement. En 1839, il publia le célèbre At-Shérif de Gülhan, un décret qui proclamait l'égalité de tous les sujets, musulmans et non-musulmans. Ce fut révolutionnaire. Chrétiens et juifs recevaient les mêmes droits que les musulmans. Tous les sujets, quelle que soit leur foi, étaient placés sous la protection de la loi. Le sultan déclara ouvertement: il n'y aurait plus d'exécutions arbitraires, de tortures et d'impôts secrets. Ensuite, de profondes transformations commencèrent. Des écoles laïques furent créées. On commença à former des avocats, des ingénieurs, des médecins. Le système fiscal fut réformé. Des journaux commencèrent à être publiés. Des banques, des compagnies d'assurance, des conseils municipaux apparurent. Et même l'armée, le cœur de l'Empire, fut entièrement reconstruite. L'uniforme devint européen. Les ordres étaient donnés en français. À l'entraînement résonnaient des marches composées par des compositeurs ottomans. De nouveaux fonctionnaires furent envoyés dans les provinces. Ils étaient désormais obligés de travailler selon les statuts. Au lieu de la volonté du vizir, la loi prévalait. Mais tous n'accueillirent pas les réformes avec joie. Les milieux conservateurs, oulémas, vieux pachas, noblesse de cour, craignaient les changements. Ils voyaient dans le Tanzimat une menace aux traditions, à la foi, à l'ordre. Et, d'un autre côté, le peuple. De nombreux paysans ne comprenaient pas les nouveaux impôts et lois. Pour eux, le sultan n'était pas un garant de l'égalité, mais une figure lointaine en or, émettant des décrets dans une langue incompréhensible. Pendant ce temps, la pression en Europe augmentait. Russie, Angleterre, France, tous cherchaient à influencer l'Empire ottoman. Chaque pays soutenait ses communautés, protégeait ses intérêts. Le point culminant de ces conflits fut la guerre de Crimée. En 1853, la Russie commença à faire pression sur les possessions ottomanes en Moldavie et en Valachie. L'Empire demanda l'aide de ses alliés, et ainsi, Ottomans, France et Grande-Bretagne s'unirent contre le tsar russe. La guerre fut difficile. Batailles à Sébastopol, Balaklava, Inkerman, des milliers de vies. Mais en 1856, le traité de Paris scella la victoire de l'Empire ottoman. Ce fut son dernier grand triomphe diplomatique. Mais avec la victoire, vint une nouvelle dépendance. L'Empire contracta des emprunts auprès de la France et de l'Angleterre. La construction de chemins de fer, de télégraphes, d'usines, tout cela exigeait de l'argent. Les dettes augmentaient, et avec elles, l'influence des puissances occidentales. À l'intérieur du pays, les agitations continuaient. Dans les Balkans, des révoltes éclataient. Serbes, Bulgares, Grecs exigeaient l'autonomie. Les élites locales ne voulaient pas se soumettre à Istanbul. Dans le Caucase, des rebelles agissaient. Dans la péninsule arabique, l'influence des Wahhabites grandissait. Les sultans changeaient, mais l'essence restait la même. L'Empire tentait de rattraper le train du progrès qui s'enfuyait, traînant avec lui le fardeau des traditions, des contradictions et des attentes étrangères. Et pourtant, le Tanzimat laissa sa marque. Il ne sauva pas l'Empire, mais prolongea sa vie. Il n'empêcha pas la désintégration, mais créa de nouvelles institutions. Il n'élimina pas la douleur, mais donna de l'espoir. Ce fut un siècle où, sur les murs fatigués d'Istanbul, naquit la dernière tentative de construire un nouvel État. Non sur des épées, mais sur du papier. Lorsque la poussière du Tanzimat retomba, il devint clair. Les réformes avaient donné un souffle, mais n'avaient pas sauvé. L'Empire continua de vivre, comme une personne qui s'est remise d'une grave maladie, faible, instable, profondément pensive sur le temps qui lui restait. Le jeune sultan Abdülhamid II accéda au trône. Cela se produisit en 1876. Il était intelligent, éduqué, parlait couramment plusieurs langues,
connaissait la philosophie et la théorie politique. Mais en lui vivait aussi l'anxiété, l'ombre laissée par les révoltes, les assassinats, les trahisons du passé. Son premier acte fut de proclamer la Constitution. L'Empire ottoman devint, formellement, une monarchie constitutionnelle. Un parlement fut convoqué, dans lequel siégeaient des représentants de tous les peuples et religions de l'Empire, turcs, grecs, arméniens, arabes, juifs, kurdes, slaves. Ce fut un moment brillant d'espoir. Mais cela ne dura pas longtemps. À peine 2 ans plus tard, en 1878, Abdulhamid dissolut le Parlement et suspendit la Constitution. Il invoqua des dangers extérieurs, la menace de guerre, la nécessité d'unité. À partir de ce moment, il régna seul. Commence l'ère qui sera plus tard appelée absolutisme hamidien. Le sultan s'entoura de délateurs, de gardes, de savants de la cour. Il lisait des rapports sur tout ce qui se passait dans l'Empire, de la Syrie à l'Albanie. Dans le pays, la police secrète fleurit, les lettres étaient ouvertes, les conversations étaient écoutées, les savants et les poètes disparaissaient. Mais malgré cela, des écoles, des chemins de fer, des lignes télégraphiques furent construites dans le pays. Le célèbre chemin de fer du Hedjaz fut construit, de Damas à Médine. Des universités, des académies médicales, des écoles militaires furent fondées, et même dans le harem apparut la lumière électrique. Le sultan était un despote, mais un despote avec une vision. Il comprenait que l'ancien empire était en train de mourir, et il tenta d'en créer un nouveau, plus centralisé, plus islamique, plus gérable. Il commença à s'appuyer sur l'identité islamique. Abdulhamid se désigna non seulement comme sultan, mais aussi comme calife, seigneur de tous les musulmans. Il chercha à renforcer les liens avec les musulmans d'Inde, d'Égypte, d'Afrique du Nord. Il voyait dans le panislamisme une chance d'unir des millions. Mais à l'intérieur de l'Empire, le contraire se produisait. Dans différentes parties de celui-ci, le nationalisme grandissait. Les Grecs rêvaient de restaurer Byzance. Les Arméniens, d'un État indépendant en Anatolie, Serbes, Bulgares, Albanais, de leur liberté. Même les Turcs commencèrent à se considérer non seulement comme des musulmans, mais comme une nation. Les Balkans devinrent une arène d'agitation constante. Les communautés chrétiennes se sentaient de plus en plus aliénées. En 1878, l'Empire ottoman subit une défaite humiliante dans la guerre avec la Russie. Le traité de Berlin fut signé. La Bulgarie obtint l'autonomie. La Serbie, le Monténégro et la Roumanie devinrent indépendants. La Bosnie fut occupée par l'Autriche-Hongrie. L'Empire perdait des territoires et ne pouvait les récupérer. Dans les années 1890, les révoltes arméniennes éclatèrent. Le sultan répondit par la répression. Des milliers d'Arméniens furent tués. En Occident, Abdulhamid fut surnommé le sultan sanguinaire. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Empire, un mouvement secret de jeunes officiers et intellectuels grandissait. Ils se nommaient les Jeunes Turcs. Ils lisaient de la littérature française, discutaient des droits des citoyens, de la liberté, de l'égalité, de la nation. Ils voulaient restaurer la Constitution, arrêter la désintégration, réformer l'Empire de l'intérieur. Abdulhamid savait de leur existence. Mais il ne croyait pas qu'ils représentaient une menace. Il s'était trompé. Le sultan ne savait pas encore qu'au début du XXe siècle, une tempête commencerait. Une tempête qui changerait tout, et dont l'Empire ottoman ne sortirait pas le même. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman existait encore. Mais ce n'était plus l'Empire qui s'étendait du Danube au Nil, de Bagdad à Alger. C'était un géant malade, majestueux, mais fatigué. De ses épaules pendaient de vieux vêtements, rapiécés et retournés, mais le tissu se déchirait toujours aux coutures. Parmi les fonctionnaires et les officiers, dans les bureaux et les casernes, une nouvelle idée mûrissait. L'idée que l'Empire ne pouvait être sauvé que radicalement par le renouveau de la Constitution, du Parlement, de la loi. Ainsi commença la révolution des Jeunes Turcs. En 1908,
de jeunes officiers et intellectuels du mouvement Union et Progrès soulevèrent une révolte en Macédoine. Ils exigèrent du sultan Abdulhamid II le rétablissement de la Constitution et du Parlement. Sous la pression de l'armée, le sultan céda. Le Parlement fut de nouveau convoqué, et la Constitution, ramenée à la vie. Cela semblait être une victoire de la raison, une ère d'espoir. Les gens dans les rues d'Istanbul applaudissaient. Les journaux écrivaient sur la liberté, la fraternité, un grand avenir. Mais très vite, il devint clair. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Dès l'année suivante, en 1909, une contre-révolution éclata dans la capitale. Le sultan tenta de reprendre le pouvoir, mais fut finalement destitué. Il fut envoyé à Thessalonique en exil honorable. Son frère, Mehmed V, un souverain calme et formel, accéda au trône. Le pouvoir réel appartenait désormais aux jeunes Turcs. Ils étaient des réformateurs, mais aussi fanatiques. Ils parlèrent de la Constitution et en même temps éliminaient l'opposition. Comment sauver son corps multiconfessionnel. L'Empire se désintégrait. L'Albanie se sépara. Les Arabes parlèrent de plus en plus fort de leur identité. Les Arméniens exigeaient l'autonomie. De nouvelles guerres éclatèrent dans les Balkans. En 1912, la première guerre des Balkans commença. L'armée ottomane subit une défaite. Elle perdit presque toutes ses possessions européennes. Macédoine, Kosovo, Albanie, Thrace, Istanbul resta la seule grande ville ottomane en Europe. Ce fut un coup dur, non seulement pour la géographie, mais aussi pour la fierté. Les jeunes Turcs se radicalisèrent. Au sein du mouvement, le pouvoir fut pris par une triade militaire, Enver Pacha, Talat Pacha et Cemal Pacha. Ils gouvernèrent sur le pays comme un triumvirat, supprimant toute opposition. Et puis, arrive 1914. Le monde entre dans une nouvelle ère, l'ère de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman rejoignit les puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cette décision fut prise avec la conviction. Si elle gagnait, elle pourrait récupérer les Balkans, l'Égypte, voire l'influence en Perse. Si elle perdait, ce serait la fin. La guerre fut implacable. Au nord, la campagne contre la Russie dans le Caucase. Au sud, les révoltes arabes dans le Hedjaz. À l'ouest, la célèbre bataille de Gallipoli. Là, l'armée ottomane, dirigée par Mustafa Kemal, repoussa l'attaque des troupes anglo-françaises. Ce fut l'une des rares victoires. Mais la guerre épuisa l'Empire. Famine, épidémie, villages détruits, des millions de morts, des centaines de milliers de réfugiés. En 1915, une tragédie laissa une blessure dans l'histoire. La population arménienne de l'Empire ottoman fut déportée des provinces orientales. Beaucoup moururent en chemin. Les historiens débattent, encore des évaluations et des motifs. Mais la douleur est restée, jusqu'à aujourd'hui. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman était en ruine. En 1918, Istanbul capitula. Les Alliés entrèrent dans la ville. L'armistice de Mudros fut signé. Mehmed VI, le dernier sultan, tenta de maintenir l'apparence du pouvoir. Mais le pays était déjà déchiré. Les Français occupèrent la Syrie, les Britanniques, la Palestine, l'Irak et l'Égypte. Les Grecs débarquèrent à Izmir. Les Arméniens occupèrent Kars. Les Italiens revendiquèrent le sud-ouest de l'Anatolie. Le sultan signa le traité de Sèvres en 1920. Il reconnaissait la division de l'Empire, mais cet acte fut la goutte d'eau. À l'est, dans les profondeurs de l'Anatolie, une nouvelle force se leva. Dirigée par Mustafa Kemal, un général, héros de Gallipoli, patriote. Il refusa d'obéir au sultan. Il commença une guerre pour l'indépendance. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman gisait vaincu. Il ne contrôlait plus l'Arabie, ni la Syrie, ni les Balkans. Son armée était désarmée, ses ports occupés par des étrangers, son trésor vide. Le sultan à Istanbul ne restait qu'un symbole, fatigué et impuissant.
Mais le cœur de l'Anatolie continuait de battre. Dans les villes, isolées des côtes, dans les vallées des montagnes, dans les plaines et les plateaux, un nouveau mouvement surgissait. Un mouvement non pas pour restaurer l'Empire, mais pour le dépasser. À la tête de la révolte se tenait un homme dont le nom deviendrait le symbole de la nouvelle Turquie, Mustafa Kemal. Plus tard, il recevrait le surnom d'Atatürk, père des Turcs. Mais alors, il n'était qu'un général qui refusa d'obéir au sultan, un officier qui croyait en la République. D'abord, ce fut une révolte, puis une armée entière. Au congrès de Sivas, la grande assemblée nationale fut formée. Elle rejeta le pouvoir du sultan. Le gouvernement populaire commença une guerre pour l'indépendance. Les batailles eurent lieu sur de nombreux fronts. À l'est, avec les troupes arméniennes. Au sud, avec les Français. À l'ouest, avec l'armée grecque, qui occupa Izmir et avança profondément en Anatolie. Les combats furent féroces. Mais Kemal rassembla une nouvelle armée. Le peuple croyait, non pas pour le sultan, non pas pour le calife, mais pour la terre, pour le foyer, pour l'indépendance. En 1922, la bataille décisive eut lieu. L'armée grecque fut vaincue. Izmir fut libérée. Des incendies balayèrent la ville, comme si l'histoire elle-même voulait brûler les vestiges de l'ancien monde. Mehmed VI, le dernier sultan, comprit. Il n'y avait plus de pouvoir. En novembre, il embarqua sur un navire britannique et quitta Istanbul, sans fanfare, sans adieu. Mi-novembre 1922, le jour où le sultanat ottoman cessa officiellement d'exister. 6 siècles d'histoire prirent fin. Mais la lutte ne s'acheva pas. En 1923, la République de Turquie fut proclamée. Sa capitale n'était pas Istanbul, mais Ankara, une ville modeste sur le plateau anatolien. Un symbole d'un nouveau départ. Et, un an plus tard, en 1924, le dernier lien avec le passé, le califat, fut également aboli, officiellement, silencieusement, sans tambour ni trompette. Les restes de la dynastie ottomane furent exilés du pays. Ainsi s'acheva l'une des histoires les plus longues, les plus brillantes et les plus controversées de la politique mondiale. L'Empire ottoman disparut, mais sa marque demeura. Dans la langue, dans l'architecture, dans la musique, dans la culture, dans l'histoire de dizaines de peuples qui vécurent un jour sous ses bannières. Mosquées, ponts, aqueducs, ombres de palais, anciens quartiers de bains, noms sur les cartes, recettes, partitions, lois, tout cela sont des rappels. L'Empire est parti. Mais le souvenir de lui, non. L'Empire ottoman a disparu des cartes du monde. Mais il est resté dans les mémoires. 6 siècles, 6 vies du monde. De la tente à la frontière de Byzance, au trône d'Istanbul, de la mosquée d'Anatolie à la forteresse du Danube. Des milliers de nuits d'été, des milliers de campagnes d'hiver, des millions de destins, entrelacés dans l'espace entre l'Orient et l'Occident. Qu'est-ce qui reste? Des mosquées aux dômes qui touchent le ciel, des ponts de pierre lancés à travers les siècles, des places où résonnaient les discours des vizirs, des murmures dans les bibliothèques, l'arôme du café dans les ruelles, des lignes de calligraphie sur les murs, des noms Mehmed le Conquérant, Soliman le Magnifique, Roxelane, Khayr ad-Din Barberousse, Mustafa Kemal, des villes Istanbul, Damas, Le Caire, Sarajevo, Izmir, Skopje, Mossoul, Jérusalem. Dans les langues des anciens sujets, des mots ottomans résonnent encore. Dans la cuisine, des plats nés au carrefour des chemins. Dans les lois, des fragments de Kanun Nam. Dans la musique, des makams. Dans l'architecture, des voûtes, des mosaïques, des fontaines. Même le temps n'a pas réussi à les effacer complètement. L'Empire ottoman fut dur et tolérant, multiforme et centralisé. Il savait faire la guerre et il savait construire. Il absorba les Grecs et les Arméniens, les Arabes et les Kurdes.
les Serbes et les Juifs, les Hongrois, les Albanais, les Géorgiens. Et il créa à partir de cela une unité. Fragile, parfois violente, mais réelle. Peut-on dire que l'Empire ottoman a perdu? Il a disparu. Oui, mais il a aussi enseigné. Il a enseigné que le pouvoir n'est pas éternel, que la victoire peut devenir un fardeau, que rattraper l'avenir est plus difficile que de le diriger, que les traditions ne sauvent pas sans changement et qu'aucune force ne protège du temps. Aujourd'hui, à sa place, des dizaines d'États, avec des drapeaux, des langues, des orientations différentes, mais tous portent en eux le germe du monde ottoman, comme un arbre qui a poussé sur une terre abreuvée de sang, d'espoir et de poèmes, et, peut-être, son principal héritage, un rappel de la complexité, que l'histoire n'est pas noire et blanche, que derrière chaque sultan, il y a un homme, derrière chaque loi, un compromis, derrière chaque monument, un prix, et au bout du chemin, il ne reste que le silence, et nous qui l'écoutons à travers les siècles. À travers l'or des dômes, le murmure des pages, le cliquetis des épées, le battement du cœur, l'histoire de l'Empire ottoman est complète. Bonne nuit, et que la sagesse du passé vous garde.